Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au webinaire sur l'éco-conception d'emballage et l'utilisation de contenants recyclables. Je vais me présenter. Donc, moi, c'est Laurie Mazardo. Je suis chargée de projet en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement en Montérégie, qui est un organisme qui guide et accompagne les acteurs territoriaux autour de différentes problématiques environnementales. Donc, nous allons commencer. Donc, je vais quand même commencer par vous remercier d'être tous ici aujourd'hui et également remercier le programme Éco-emballage Plus qui est coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et appuyé financièrement par la MAPAC, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Donc, merci à tout ça. Et sans plus tarder, le principal, je vais vous présenter nos trois panélistes d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à eux. Donc, nous avons Éric Desnoës, qui est chercheur chez Innofibre, pardon, un centre d'innovation des produits cellulosiques. Nous avons aussi Pierre Benavides, qui est consultant en recyclabilité et marché chez Lichen, ainsi que représentant du groupe Plastique Circulaire. Et enfin, nous avons Valérie Jodoin, qui est directrice au centre EcoInnov. Bienvenue à vous trois. Donc aujourd'hui, nos invités parleront de plusieurs concepts de l'éco-conception, d'emballage, et nous expliqueront aussi leur rôle dans l'écosystème. Est-ce que je vais te céder la parole, Valérie, à toi de jouer. Donc, d'abord, ben, merci de l'invitation pour parler d'éco-conception. Je fais partie de ceux qui tripent parler d'éco-conception puis parler d'emballage. Fait que oui, ça existe des gens qui sont passionnés par ça. Je commencerai tout d'abord par dire qui est Carrousel? Ben, Carrousel, on est une fière entreprise canadienne de plus de 55 ans qui a débuté ses opérations à Boucherville. On distribue des solutions d'emballage à la fois alimentaires, industriels, des équipements de protection individuelle, de l'équipement d'automatisation, mais aussi des lave-vaisselle parce que oui, on a des contenants réutilisables. Et ce qui est le fun avec le réutilisable, ben, quand c'est propre, c'est ça qui est le fun. Notre réseau de distribution contient 60 camions, dont 6 qui sont 100% électriques, plus de 5 000 livraisons par semaine réparties sur 20 000 clients annuels. Et en janvier 2022, Emballage Carrousel a pris le pari audacieux de créer le Centre Éco-Innov que j'ai le grand privilège de diriger. Le Centre Éco-Innov, notre principal mandat, c'est de rechercher et partager l'expertise en éco-responsabilité en emballage. On accompagne nos clients, mais aussi le secteur à identifier les actions potentielles à entreprendre pour se rapprocher du juste emballage et je vais y revenir un peu plus tard. Pourquoi parler d'éco-responsabilité en emballage? Bien, il y a plusieurs enjeux environnementaux, je pense que vous le savez, mais j'aimerais vous en parler de un en particulier, c'est la surexploitation de ressources. Pourquoi? On est bâti sur un modèle qui est très linéaire où on fabrique, on consomme, on jette. Puis pas juste l'industrie de l'emballage, là, c'est notre modèle économique mondial. Ce pourcentage-là que vous voyez, ça indique que seulement 6,9 % des matériaux extraits sont réintroduits dans l'économie mondiale après leur première utilisation. Donc, c'est seulement 6,9 %. Il faut qu'on se sorte de la pensée magique du c'est pas grave, c'est recyclable, c'est pas grave, c'est compostable, ça disparaît. Je pense qu'on devient de plus en plus créatif aussi avec les raisons qu'on se donne et il faut qu'on se rappelle que tous les choix qu'on fait ont un impact. C'est pour ça que je vais barrer ici le mot éco-responsable. Est-ce que je suis capable de le faire? Vous imaginez une ligne qui barre le mot éco-responsable, puis ça aussi, je vais y revenir un peu plus tard. Pour parler de la base en éco-responsabilité rapidement, on parle souvent de l'emballage primaire alimentaire, mais sachez qu'il y a plusieurs niveaux d'emballage. Donc, l'emballage primaire va contenir un produit. L'emballage secondaire va contenir plusieurs emballages primaires pour la manutention, souvent dans des boîtes de carton. Et l'emballage tertiaire contient toutes sortes d'emballages qui vont nécessiter emballer une palette pour le transport. Il y a aussi des fonctions très précises à l'emballage, donc des fonctions techniques de protection, de conservation, des fonctions logistiques pour tout ce qui est transport, entreposage, manutention et des fonctions de communication. Et là où ce que j'amène mon image du milieu un peu, c'est de dire que on apporte une notion de juste emballage. Quand on utilise de façon le plus optimale possible la quantité de matière d'emballage pour répondre aux trois fonctions techniques, logistique, communication,
on va utiliser du juste emballage. Le juste emballage, ça se retrouve entre le sous-emballage, où ce qu'on n'a pas assez de matière pour, puis que ça pourrait occasionner un peu des pertes, et le suremballage, où il y a trop de matière, puis ça pourrait augmenter l'impact environnemental de façon considérable. On est toujours un peu plus proche du suremballage qu'on peut le penser. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on teste dans les opérations, mais c'est la fonction de juste emballage qu'on cherche à avoir. Ensuite, dans notre juste emballage, bien, on a une recherche aussi de parler de la matière. Est-ce que j'ai un potentiel de recyclabilité? Est-ce que je peux réutiliser? Est-ce que j'achète le plus local possible? Est-ce que j'ai de la matière recyclée post-consommation? Donc, tout ça contient le juste emballage. Il faut qu'on brise un peu le mythe du tout est recyclable, tout est compostable. La recyclabilité, il y a des enjeux techniques puis des enjeux de marché. Puis je pense que Pierre est une référence qui va parler un peu tantôt là-dessus. Donc, je vais lui laisser ce sujet-là. Puis au niveau de la compostabilité, bien, c'est important de se rappeler qu'on devrait toujours prioriser la réutilisation et le recyclage avant le compost. En plus, dans ma tête à moi, bien, un compost, ça sert à enrichir la terre pour de la culture. J'ai encore la misère à concevoir comment l'emballage peut enrichir la terre. Je demande à être convaincue. C'est un peu mon point à ce niveau-là, mais on devrait toujours prioriser la réutilisation et le recyclage. Puis pourquoi ça ne suffit pas? Ben, parce que le recyclage et la compostabilité, ce sont des stratégies d'économie circulaire. Ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la réponse à tout. Et l'économie circulaire, c'est l'opposé de l'économie linéaire. Là où ce qu'on produit, on utilise et on jette. C'est une façon de repenser, d'optimiser notre économie pour consommer moins de ressources. Vous voyez les 12 stratégies de l'économie circulaire et j'en ai identifié quelques-uns qui sont porteurs pour le secteur de l'emballage. Et l'éco-conception, c'est une façon de concevoir pour minimiser et c'est une stratégie d'économie circulaire. Rapidement, je n'ai pas regardé le temps lequel j'ai commencé, puis je ne vais pas prendre trop de temps. Par où on peut commencer? Là, comme je n'ai pas accès à les voir, vous n'allez pas voir chacun. Oui, gars, je vais les mettre tout au complet, ça va aller plus vite. Par où on peut commencer quand on veut aller plus loin dans l'éco-conception? Bien, d'abord, réduire la quantité de matière qu'on utilise, la quantité de matière vierge qu'on utilise, repenser pas seulement la matière, est-ce que je prends du carton ou du plastique, mais aussi repenser est-ce que j'ai besoin réellement d'un emballage à usage unique? Parce que l'emballage, on va toujours en avoir besoin, mais est-ce que j'ai besoin d'en avoir un à usage unique? Est-ce que j'utilise un juste emballage? Est-ce que j'ai évalué chacun de mes niveaux d'emballage? Parce que des fois, on va faire un changement sur l'emballage primaire qui va nécessiter de pouvoir mettre plus d'emballage primaire dans mon emballage secondaire, fait que je vais devenir un petit peu plus profitable en termes de grandeur de ce que je vais livrer. Donc, de regarder chacun des niveaux d'emballage dans vos éco-conceptions et d'appliquer des stratégies d'économie circulaire à vos modèles d'affaires. Rapidement, le Centre Éco-Innov travaille présentement à créer beaucoup de contenu qui va être partagé puis qui va voir le jour prochainement. Et certains d'entre eux sont aussi avec l'appui du programme Éco-Emballage Plus. On accompagne les entreprises qui mettent en marché des produits emballés à identifier des actions potentielles à entreprendre pour se rapprocher du juste emballage. Et sachez que les messages clés que je vous ai défilés présentement, bien, ça peut être aussi le sujet d'une formation un petit peu plus poussée. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour cette présentation très intéressante. Pierre, je vais te demander de prendre la main, le contrôle sur la présentation. Alors, je pense que j'ai le contrôle sur la présentation et j'ai le contrôle du micro également. C'est super. Normalement, tout devrait bien aller. Super. Parfait. Ben, merci beaucoup. Super introduction, je pense, de Valérie. Moi, je vais vous amener un petit peu plus loin. Je vais vous amener à partir du moment où vous avez appliqué tous les concepts que Valérie vous a présentés. Vous avez maintenant un emballage qui est sur le marché. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet emballage-là et comment on définit en fait finalement sa recyclabilité, qui est vraiment le cœur de ce que je travaille avec soit les entreprises, soit diverses organisations. Justement, rapidement, à propos de l'entreprise que je représente et de moi-même, je travaille en fait à trouver des solutions de recyclabilité qui sont parfois, et vous allez le voir au cours de la présentation, à portée individuelle. Donc, quel choix vous pouvez faire dans la conception de votre emballage pour garantir une meilleure recyclabilité du produit. Mais je travaille également avec diverses associations ou avec les OGD, les organismes de gestion désignés comme Éco-entreprises Québec,
pour la mise en œuvre des systèmes de responsabilité élargie des producteurs et pour la mise en place parfois de projets à portée plus collective. Et donc, ça, c'est les projets notamment que je mène avec le groupe d'action plastique circulaire sur lequel je vais parler dans un petit instant. Donc, recyclabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, ça peut tout dire et rien dire. On entend souvent et on voit souvent même des diffusions d'éléments, d'emballages qui sont dits recyclables, qui ne sont pas dits recyclables. Il y a beaucoup de confusions qui sont liées à ça. Mais de façon très concrète, en fait, c'est mesuré selon 4 points de mesure différents. Puis quand je dis c'est les différentes normes qui existent, les différentes lignes directrices qui existent vont couvrir ces 4 différents points-là. Donc, pour qu'un emballage soit considéré comme recyclable, premièrement, il faut qu'il soit collecté. Ensuite, il faut qu'il puisse être trié dans un centre de tri, ou en tout cas séparé des autres composantes, pour être acheminé chez un recycleur qui va le transformer en une matière première. Et cette matière première-là doit être utilisée sur des marchés, donc doit pouvoir être achetée en fait par des manufacturiers, par différents types de producteurs. Et comme vous le voyez sur cette diapositive-là, on a ces 4 points de mesure, mais en fait, il y a beaucoup de nuances à l'intérieur. Si je prends le premier point, qui est celui de la collecte, quand on dit que la matière, elle est collectée, est-ce qu'elle est collectée simplement au niveau du secteur résidentiel, donc le bac bleu qu'on a à la maison, ou est-ce qu'elle est aussi collectée dans le secteur qu'on appelle ICI, donc industrie, commerce, institution, donc chez les détaillants, dans le secteur manufacturier, etc. Donc déjà là, on a un premier point de différence qu'on peut prendre en compte. Et on peut avoir le même, en fait, au niveau du tri, au niveau du recyclage, par exemple. Quel genre de produit on regarde ici? Est-ce que c'est des fibres? Est-ce que c'est du plastique? Dans le cas des fibres, il y a Eric qui va vous entretenir un petit peu plus en détail dans quelques instants là-dessus. D'un point de vue du producteur, cela dit, d'un point de vue de l'entreprise que je pense vous représentez aujourd'hui, l'endroit où vous avez le plus d'impact au niveau de l'éco-conception, c'est quasiment uniquement au niveau du tri et du recyclage. Parce que c'est le choix de vos composantes qui vont déterminer si votre emballage est ou n'est pas considéré comme triable ou recyclable d'un point de vue manufacturier. L'aspect de la collecte, c'est beaucoup plus quelque chose qui est géré soit par les programmes de REP, comme ceux d'Éco-entreprise Québec. L'aspect du marché également n'est pas géré de façon individuelle, mais plus géré de façon collective. Donc, Éco-entreprise Québec, je ne sais pas s'ils sont ici aujourd'hui, font un très bon travail pour couvrir toute la chaîne, a d'ailleurs beaucoup de solutions et toute une équipe qui peut vous accompagner dans la partie éco-conception. Mais vous, en tant que producteur, ce qui vous concerne véritablement, c'est la partie tri et la partie recyclage. Et justement, quand on arrive sur ces notions-là, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de confusion. Et je voulais amener un exemple ici qu'on a entendu beaucoup parler dans les médias. C'est l'exemple des fameux plastiques souples qui, selon plusieurs articles de presse, ne sont pas considérés comme recyclables. Mais en fait, quand on regarde le détail selon ces 4 éléments, on comprend que l'emballage de plastique, le plastique souple, coffre quand même déjà premièrement 2 cases sur les 4, à savoir que c'est une matière qui est collectée, qui est acceptée dans les bacs de récupération. C'est une matière qui, lorsqu'elle est conçue pour être monomatière et recyclée, elle peut être transformée en un nouveau produit. Par contre, là où le bas blesse, c'est plus au niveau du tri, donc des infrastructures qui ne sont pas nécessairement adaptées pour traiter ce type de matière-là, ce sur quoi justement les OGD comme Éco-entreprise Québec travaillent, et les marchés, à savoir est-ce qu'il y a suffisamment de demandes pour des produits en contenu recyclé de cette nature-là. Fait qu'on le voit juste avec cet exemple-là, la simplicité du discours, à savoir l'emballage n'est pas recyclable, est en fait beaucoup plus complexe que ça. Donc, encore une fois, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous concentrer sur les aspects de choix des composantes qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir cocher la case du tri et cocher la case du recyclé. Mais parfois, et on l'a vu au niveau de la collecte, on le voit au niveau du marché, même ce choix-là ne sera pas suffisant. Et c'est là où des projets de nature collective et collaborative vont avoir tout son sens. Et je tenais à vous parler de l'exemple du groupe d'action plastique circulaire que j'ai la chance d'accompagner, en fait. C'est un groupe d'action qui représente plusieurs entreprises auxquelles, si vous le souhaitez, vous pouvez également participer.
qui vise à mettre en œuvre des solutions concrètes, des solutions à échelle vraiment plus industrielle pour améliorer la qualité des matériaux et faire en sorte qu'ils soient en meilleure adéquation avec les demandes qui sont sur le marché. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table, qui sont complétés ou qui sont en cours, mais qui concernent toujours plus ou moins des matières qui ont des difficultés de marché, en fait, finalement, ou des difficultés de tri. Mais encore une fois, à une échelle plus globale qu'à une échelle plus individuelle. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Je vais mettre le lien dans le chat dans quelques instants pour ce groupe d'action plastique circulaire-là, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'échanger aussi dans la partie de questions-réponses. Sur ce, je pense que je vais laisser la parole à Eric. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais pouvoir présenter les prochaines minutes InnoFibre. Donc, InnoFibre, c'est un centre collégial de transfert technologique rattaché au Cégep de Trois-Rivières. Donc, nous, on accompagne les entreprises donc, de la start-up, PME ou même jusqu'à la multinationale au développement de leurs produits, à caractériser leurs produits à base de fibres cellulosiques selon les normes de tapis ou donc de l'industrie pâte et papier. Donc InnoFibre, c'est plus de 50 personnes, donc chercheurs, techniciens, opérateurs et stagiaires du Cégep. Donc moi personnellement, je suis chercheur à InnoFibre donc sur le développement des produits barrières pour les produits moulés. Donc de plus, InnoFibre, on fait partie du réseau Synchronex, donc ce qui nous permet de collaborer avec les autres CCTT à travers le Québec. À travers divers projets de recherche. On fait aussi partie du Tech Access Canada, donc la même chose pour les partenaires collégiales, mais au niveau du Canada, et de Québec Innove pour le regroupement des CTT, universités et les autres centres de recherche et d'innovation. Donc c'est un atelier pilote et un laboratoire de recherche, donc depuis presque plus de 30 ans maintenant. Notre mission, ça va vraiment être de contribuer au développement technologique de l'industrie papetière et du bioraffinage. Donc tout ce qui est biomasse, produits biosourcés, les produits issus de la forêt et renouvelables. Donc on a deux grandes expertises à InnoFibre. La première, ça va être notre département de produits cellulosiques et papetiers, donc tout ce qui va être les emballages papier, tissu, carton et pâte moulée. En plus, on va avoir un département de bioproduits bioraffinage, donc ce qui va être sur la valorisation de la biomasse pour ce qui est la bioénergie et aussi le traitement des eaux usées avec les microalgues, par exemple. Donc là, vous pouvez le voir, notre développement de produit, nous, on va de l'échelle laboratoire jusqu'à l'échelle pilote. Donc vous avez l'exemple derrière avec la machine à papier. Donc c'est une machine qui va traiter plusieurs tonnes par jour, mais on est aussi capable de faire du développement de produits à l'échelle laboratoire sur des dizaines ou centaines de grammes pour développer des papiers innovants, tels que la fonctionnalisation de la fibre. Donc on vient modifier chimiquement notre fibre. On vient aussi travailler de la matière première jusqu'à la fin de vie. Donc on part du bois, en faire une pâte à papier, un emballage, et on va aussi évaluer la fin de vie. On a aussi donc du traitement de surface pour faire tout de papier, carton laminé, et donc les traitements chimiques. Donc sur le traitement de surface, nous on vient en fait coucher une résine sur nos papiers et cartons par extrusion. Donc c'est là où on va pouvoir travailler sur augmenter la recyclabilité de ces produits en développant la matière de base, que ce soit le carton, le papier ou la résine. On vient travailler sur les enduits et les résines, qui soient biosourcées ou non. On vient essayer de développer tous ces nouveaux produits en accompagnant les entreprises. On va caractériser dans notre laboratoire les propriétés, que ce soit les propriétés barrières aux huiles, aux graisses, à l'eau, au gaz. Et en plus, on développe des papiers bioactifs, donc où on va pouvoir augmenter la durée de vie des aliments en limitant le développement bactérien. On travaille aussi à développer des emballages et des papiers ignifuges pour ce qui serait dans le domaine de la construction.
Depuis 2019, on a une chaire de recherche avec mon collègue Tariq, que vous pouvez voir sur la photo en sarrau, sur l'éco-conception d'emballage thermoformé. Donc le thermoformage, c'est une machine qui va pouvoir former une forme 3D différente du papier, où on va avoir une plus grosse épaisseur et on est plus versatile sur la géométrie. Et donc là, le but, nous, c'est de développer des produits barrières pour pouvoir substituer aux emballages plastiques. Donc on peut le voir dans le commerce, par exemple pour l'emballage take-out ou autre, donc qui se développe de plus en plus. Nous, on vient travailler sur la matière de base, innover sur le développement des produits et caractériser les propriétés barrières. En plus, on va aussi travailler sur la fin de vie. Donc, on travaille sur la recyclabilité des emballages papier. On fait partie de la Fiberbox Association, donc, qui travaille sur la norme volontaire de repulpabilité et de recyclabilité des emballages. Donc, pour qu'un emballage soit dit recyclable dans le procédé papier carton, on vient faire tout le processus à l'échelle pilote, donc qui prend plusieurs tonnes de matière afin d'évaluer le taux de récupération de fibres, mais aussi tout ce qui est les matières collantes, les additifs qui sont mis dans le papier, qui vont donc diminuer la qualité du papier recyclé. Nous, on vient caractériser ça afin d'accompagner le producteur de l'emballage pour démontrer que son emballage est recyclable ou non. En plus, on a aussi dans notre laboratoire, on suit les normes ASTM pour la compostabilité des emballages papier, carton laminé et thermoformé. Donc, avec InnoFibre, vous pouvez développer votre produit papier carton, avoir accès à des méthodes de caractérisation et aussi développer l'éco-conception dans nos emballages papier carton. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et aussi sur le Maître Papetier où on est actif. Je vais laisser le contrôle. Merci. Oui, c'est bon. Merci Eric. Merci à vous trois pour ces présentations très intéressantes. Merci beaucoup. On va passer maintenant au panel de questions. Donc, j'avais préparé quelques questions pour vous trois. Il y en a certaines auxquelles vous avez déjà un petit peu répondu. Donc je vais un petit peu trier tout ça. Et puis, comme je vous disais, pour les participants, n'hésitez pas, vous allez pouvoir poser vos questions à la fin de ce webinaire. On aura une dizaine de minutes pour pouvoir discuter avec Pierre, Valérie et Eric. Alors, ma première question, je vais la laisser passer. Je vais tout de suite enchaîner sur la deuxième question. Alors, attendez. OK. Je m'étais écrit que pour que le public puisse bien comprendre les différentes subtilités aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu plus des matières ou produits problématiques. C'est-à-dire, j'imaginais peut-être que Valérie, tu nous parles un peu plus des enjeux liés à la provenance de certaines matières ou produits. Pierre, tu pourrais peut-être continuer, compléter avec les enjeux liés à la chaîne logistique. Et Eric, peut-être parler un peu plus enfin, Pierre, pardon, pour la recyclabilité des produits et solutions, puis Eric pour la chaîne logistique. J'avais préparé quelques diapositives ici, donc on en a 4 de certaines matières problématiques. Donc je vais vous laisser y aller. Je ne sais pas si un de vous trois veut se prononcer en premier. Je peux commencer avec la provenance des produits si ça vous va. Faut savoir que contrairement à la croyance populaire, l'impact environnemental du transport, c'est environ 10 de l'empreinte complète d'un produit. Mettons, en versus la fabrication même du produit qui représente à peu près 60 à 90, ça dépend de la matière évidemment. Je vois donc un enjeu plutôt sur la provenance des matières premières puis l'énergie utilisée pour la fabrication même. Dans le secteur de l'emballage, on voit beaucoup de produits d'importation, puis il faut faire attention parce qu'on n'a pas toujours une traçabilité ou des certifications qui sont reliées avec ces produits-là. Des fois, oui, fait qu'il faut
que vous posez des questions à vos fournisseurs. Je pense que c'est important de se re-questionner et de questionner nos fournisseurs sur la provenance des matières. Est-ce que les fournisseurs ont été audités? Est-ce qu'il y a des politiques environnementales ou sociales? Donc, les enjeux sont là, mais je pense qu'il faut juste poser plus de questions pour aller au-delà de ça. Est-ce qu'on reste sur les emballages de fibres ou est-ce qu'on est sur l'ensemble des emballages qu'on voit à l'écran? Alors, Je vais. Vas-y, c'est Marie. Pierre, comme tu veux, c'est ça. Tu me dis où aller en Ben, alors, fonction. retournons sur la première parce que je trouve que c'est un excellent cas d'espèce. En fait, quand on regarde ce type de produit-là, c'est. Bon, puis Eric pourra parler beaucoup plus en détail de l'industrie du papier qui est quand même beaucoup plus consolidée que l'industrie du plastique dont on parle très souvent quand on s'intéresse aux questions de recyclabilité. Nonobstant de ça, quand on regarde ce type de produit-là, on est quand même face à des produits qui ont une composante de plastique et de papier, majoritairement papier. Cela dit, et c'est là où le détail est important, l'épaisseur de ce type de plastique, le type de plastique qui va être utilisé, va avoir un gros impact sur est-ce que finalement cette matière est transformée en une matière première utilisable dans un nouveau produit. Je vais laisser Eric aller plus en détail sur le détail technique au niveau des fibres, mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que quand je regarde ce type de produits-là qui sont à l'écran, euh, je pense que, premièrement, comme l'a dit Valérie, il y en a plusieurs qui vont venir de l'extérieur. Les papiers, il y a beaucoup de fibres laminées qui ne sont pas nécessairement fabriquées au Québec, voire même en Amérique du Nord. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que la possibilité d'intégrer du contenu recyclé dans ce type de produit-là est également probablement limitée. Donc, ça, c'est un autre élément qu'il faut regarder et considérer quand on s'intéresse à des fibres laminées comme celles qu'on voyait à l'écran. Oui, donc là, comme l'exemple qu'on peut voir du gobelet à café, un des gros enjeux dans la norme volontaire de recyclabilité, nous, c'est le taux de récupération de fibres. Donc, le plastique, une fois qu'il va être couché sur le papier, on va avoir une perte de fibres quand on va essayer de récupérer la fibre dans le procédé. Donc, nous, on vient travailler pour augmenter ce taux de récupération. En plus, on peut avoir d'autres adhésifs ou tels que des résines acrylates, des latex, différents additifs qu'on met dans l'emballage qui vont après perturber les étapes du recyclage. On peut avoir un encrassement de nos rouleaux sur la machine à papier, et les rouleaux qui vont commencer à coller, ou on peut arrêter la production à cause de cette qualité de produits recyclés. Donc, il y a des enjeux, c'est sûr, au niveau du développement du produit. En plus, ce qu'on voit, on a eu beaucoup d'emballages alimentaires avec des perfluoroalkylés, donc les PFAS. Donc ça, c'était un grand enjeu parce que on ne le voit pas quand on recycle notre papier, mais au final, ces molécules étaient données étaient ajoutées au papier pour donner une barrière aux graisses et à l'eau. Et donc, ça a d'autres enjeux au niveau sanitaire. On peut le voir par exemple aussi là sur l'exemple du papier, l'emballage moulé qu'on va retrouver donc pour l'emballage alimentaire en take-out, à emporter. Donc ça va être souvent estampillé comme compostable. Cependant, la compostabilité, c'est compliqué au niveau industriel pour ce type d'emballage, même si pour la norme en laboratoire, la fibre de cellulose, c'est le contrôle. Donc on devrait se dire, ça ne devrait pas te poser un problème. Cependant, les contraintes industrielles de production, ça induit que même un emballage 100% cellulose en pâte moulée, ça peut devenir un défi pour ces composteurs industriels. Pour un composteur individuel, chacun chez soi, ça ne devrait pas poser de problème, parce qu'on n'est pas contraint par le temps. Mais après, au niveau industriel, il peut y avoir d'autres contraintes. Sur la prochaine slide aussi, tu avais aussi l'exemple du carton multicouche. Donc là, c'est un carton Kraft, donc une pâte chimique qui va être ensuite avec une couche d'aluminium et une couche de plastique. Donc c'est un multi-composante. Donc là, par exemple, ça va pas passer notre norme volontaire de recyclabilité
en Amérique du Nord. Mais nous, on a travaillé récemment avec Carton Concile Canada, donc pour développer une filière de recyclage pour ces emballages. On sait qu'ils sont maintenant, ils vont être consignés. Il y a quelques entreprises qui le réincorporent, ces cartons multicouches, dans leurs usines, mais le taux de recyclage est quand même assez faible pour le moment. Nous, on vient démontrer que la fibre qu'on est capable de récupérer est quand même de bonne qualité, et ensuite de valoriser aussi tout ce qui est la partie plastique et aluminium, donc le polyal. Donc ça, nous, on a travaillé aussi avec le CCTT Coalia à Ted for Mines pour qu'ils puissent faire du moulage par injection. Donc récupérer la fibre et, ensuite récupérer la partie plastique et aluminium. Merci beaucoup, Eric, pour ces réponses. Valérie, Pierre aussi. Très intéressant. On se rend compte que c'est quand même bien complexe, ce milieu-là. Je vais arrêter le partage de la présentation pour qu'on puisse... euh, ok. Ok. Pour continuer les questions. Alors, j'avais une autre question. C'était concernant les perturbations politiques actuelles, notamment, disons, les politiques américaines. Est-ce que ça pourrait poser des enjeux euh, et aussi est-ce que vous auriez des solutions à ces enjeux, des choses en tête par rapport à ça? Je ne sais pas si quelqu'un veut se prononcer en premier ou je vous vois réfléchir un petit peu. Je prends la place de Valérie, je vais sauter le premier cette fois, mais je vais inviter mes collègues, bien sûr, à compléter. Euh, le peu d'expérience que j'ai dans le domaine, c'est quand même qu'un même emballage, avant qu'il soit livré, prêt à être rempli, peut traverser la frontière déjà quand même une couple de fois. Entre le moment où je vais prendre un exemple d'emballage de film plastique, euh, la résine est produite, par exemple, aux États-Unis. Elle est envoyée chez un producteur manufacturier au Canada qui va le mettre dans sa forme finale. Et ensuite, il va l'envoyer se faire imprimer chez un imprimeur aux États-Unis avant de retourner au Canada pour se faire remplir et mettre, par exemple, des noix ou peu importe c'est quoi le produit, pour peut-être même après se faire vendre au Canada et aux États-Unis. Donc, un même produit va quand même probablement traverser la frontière plusieurs fois. Les chaînes logistiques, comme j'imagine dans tout autre secteur, sont très intégrées. Une même entreprise va peut-être même avoir plusieurs établissements de part et d'autre de la frontière. Donc, ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas un impact des décisions qui se passent actuellement aux États-Unis sur toute la chaîne logistique. Euh, Après, j'imagine que l'impact est variable selon le type de produit qui est manufacturé. Est-ce qu'il y a des solutions locales? Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises qui cherchent à consolider certains types de produits d'un côté ou de l'autre de la frontière? Probablement. N'empêche que l'impact est bien réel. Merci beaucoup, Pierre, pour cette réponse très intéressante. Je ne sais pas si l'un de vous veut compléter ou Ouais, tu veux que Vas-y, ok. Eric, oui. En ce qui concerne les hausses des droits de douane, pour ce qui est la pâte vierge, je dirais le papier aux États-Unis ou en Amérique, au Canada, ça va être souvent comme tu l'as dit, ça traverse plusieurs fois la frontière. Donc nous, je dirais par exemple aux États-Unis où le papier, ça va être 80% d'eucalyptus, donc qui vient du Brésil, et 20% de résineux qui vient souvent du Canada. Donc, je dirais que normalement, ces pâtes vierges, elles n'ont pas de droits de douane, même elles ont été exemptées des droits de douane. Cependant, on voit de plus en plus l'émergence de fibres alternatives. Donc, pour répondre à un coût du papier et du bois qui augmente, on peut voir, nous on développe de la valorisation des fibres issues des résidus agricoles comme le chanvre, le maïs ou le blé, donc qui commencent à se développer et pour rentrer en compétition un peu avec les fibres qu'on peut retrouver en Asie comme le bambou ou la bagasse.
Comme les produits qu'on reçoit pour un recycleur, on ne va pas savoir la provenance de la fibre. Donc ça peut être du bois qui est issu d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud avec des fibres issues d'Asie. Nous, dans nos études, on n'a pas vraiment vu d'impact sur les propriétés des fibres en fonction d'où venait l'origine de la fibre. Ce qu'on peut voir aussi, le Canada, c'est quand même un leader dans la production de pâte à papier et dans le recyclage. Donc nous, c'est ça, au niveau des droits de douane et des politiques actuelles, c'est difficile au niveau de la fibre. Puis je pense que les tensions politiques aussi, ça va créer de l'incertitude sur l'approvisionnement puis les coûts de transport. C'est fou, là, Pierre, ce que tu as dit, le chemin de l'emballage, là, tu sais, quand on le dit, on en parle de toutes ces étapes-là, puis des fois, l'emballage, ben, on va l'utiliser quelques instants parce qu'un verre de plastique, on va l'utiliser quelques instants, puis il peut avoir fait tout ce voyage-là aussi, fait que c'est confrontant un peu. Puis cette tension-là, ben, dans le secteur, ça peut se traduire par une volatilité des prix, des coûts de transport, fait que je pense qu'il faut qu'on mise sur une diversification des sources d'approvisionnement puis des solutions évidemment le plus locales possible de recirculariser et de tous ces concepts-là, en fait, là. Merci beaucoup. Je prends plein de notes. Super intéressant. Merci. Euh, alors, je regarde l'heure. 11h39. On a encore une dizaine de minutes pour le panel de questions. Donc, j'y vais. Euh, je m'étais noté aussi qu'est-ce que vous pourriez répondre aux entreprises qui aimeraient intégrer, c'est ça, plus de contenu recyclé, vous en avez parlé quand même un petit peu, mais plus de contenu recyclé dans leurs produits, mais qui ont une difficulté dans la matière, disons, avec des exigences plutôt techniques et aussi à trouver un prix acceptable. Est-ce que vous auriez quelque chose à répondre à ceci? Je peux me lancer, mais j'espère que j'enlèverai pas la réponse à personne. Euh, pour avoir la matière recyclée post-consommation en grande quantité dans nos emballages, ben, il faut d'abord que les entreprises qui mettent en marché des produits emballés vont choisir des matières qui ont le plus de potentiel d'être recyclées. C'est une roue qui tourne, ça va ensemble. Fait que c'est vraiment le travail de tous et chacun. Comment on peut penser d'avoir accès à une matière recyclée post-consommation quand ce qu'on voit sur le marché, c'est des plastiques opaques avec des étiquettes qui vont recouvrir complètement l'emballage, des imprimés plusieurs couleurs, des contenants en carton avec une lamination de plastique. C'est tous des potentiels de contaminants qui peuvent faire en sorte que la matière ne soit pas recyclée en bout de ligne. Fait qu'on ne peut pas avoir accès à cette matière-là par la suite. Mais peut-être que quelqu'un va me détromper, puis c'est bien correct comme ça. Eric, veux-tu y aller Merci. ou je prends la balle au bon? Tu peux y aller, ouais. Vaste question. Au même titre que pour la recyclabilité, je pense pas qu'il y a personne qui peut donner une réponse facile aujourd'hui en disant, bon, ben, allez ici, puis là, c'est le vendeur de toute la résine recyclée ou la fibre recyclée. C'est sûr que déjà, probablement, il faut faire la distinction entre, je dirais, la catégorie de ceux pour laquelle le contenu recyclé est déjà intégré plus ou moins dans la chaîne de production. C'est le cas du papier, c'est le cas du verre, c'est le cas du métal. À des degrés divers, là, j'ai parlé des tasses, là, c'est peut-être une exception, mais n'empêche que l'industrie des pâtes et papiers est quand même déjà pas mal, intègre déjà quand même beaucoup de contenu recyclé de par ses opérations, avec des entreprises comme Cascade qui ont été les pionniers justement dans le domaine. Quand on s'intéresse au plastique, c'est là où on rentre dans une dynamique qui est beaucoup plus complexe et qui jusqu'à maintenant a eu et qui continue en fait à faire face à son principal compétiteur, qui est le plastique de résine vierge, qui est ou qui était encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps à peine un petit peu moins cher, mais qui aujourd'hui est beaucoup moins cher. C'est sûr que ça rend le choix beaucoup plus difficile pour un producteur de aller sur du contenu recyclé, plus complexe à traiter, qui nécessite parfois même du changement dans la machinerie, pour une résine qui va pas coûter juste 15% de plus, mais qui va peut-être coûter 3-4 fois le prix. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est sûr que si vous allez sur des résines de PET, vous avez plus d'offres sur le marché, le plastique numéro 1. Vous avez plus d'offres sur le marché pour ce type de produit-là.
Si vous allez sur de la résine de HDPE, vous en avez aussi dans une moindre mesure. Mais encore une fois, moins que le PET. Et enfin, quand vous allez dans le polypropylène, là, vous en avez presque pas, en fait, qui existe sur le marché pour des raisons de barrières techniques et de barrières économiques, en fait, finalement. Justement, c'est un des projets qu'on travaille avec le GAPC, d'essayer de faire en sorte de voir comment on peut augmenter la quantité de polypropylène recyclé accessible pour les producteurs qui peut être sur le marché. Donc, on regarde pour l'instant l'aspect très technique des choses, mais on est conscient qu'aujourd'hui, si on arrive à notre fin, on va se retrouver avec une résine qui va coûter 2 à 3 fois le prix que la résine vierge dans le contexte actuel. Donc, on a aussi un volet économique qu'on regarde, mais pas sous l'angle de comment on peut réduire les coûts de production, mais plus sous l'angle de comment on peut créer un modèle économique qui est plus viable pour les producteurs. On est vraiment à une phase très embryonnaire de ça, mais c'est sûr que l'impact de la responsabilité élargie des producteurs va être très grande là-dedans. On a déjà des groupes comme Éco-entreprise Québec qui offrent des bonus à ceux qui veulent mettre du contenu recyclé. C'est très bien, mais c'est très petit à l'échelle du Québec. Il faudrait que ça soit plus développé à l'échelle nord-américaine. Mais il y a peut-être aussi une réflexion à faire, ne serait-ce que sur la façon dont la REP est pensée pour permettre aux producteurs d'intégrer plus facilement à un coût plus avantageux, finalement, le contenu recyclé. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir là-dedans. Puis je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Il n'y a personne qui, demain matin, va vous donner une solution toute prête pour l'intégration de contenu recyclé dans vos produits. Et en plus, j'aurais un exemple, même pour une filière qui est déjà mise en place, l'incorporation de contenu recyclé, ça peut être toujours un marché en évolution. L'exemple que j'aurais, c'est l'emballage de boîtes pour les œufs en carton. À la base, c'était fait principalement avec de la pâte que nous, on appelle du All Newsprint, l'ONP. Le problème, c'est que de nos jours, on a de moins en moins d'imprimés. Par exemple, c'était fait au Québec principalement avec du Publisac. Maintenant, on a de moins en moins de Publisac pour s'approvisionner et donc faire l'emballage. Donc, il faut trouver une autre filière et donc après, ça peut engendrer des nouveaux coûts ou alors trouver une nouvelle matière recyclée qui peut être un défi. Donc, c'est ça. Moi, je dirais qu'il faut essayer de voir un peu dans l'avenir pour essayer de trouver quels sont les gisements et qu'on pourrait valoriser et qui pourra. C'est ça. Les gisements à valoriser qui seront stables dans le temps, quoi. J'ajouterais un petit message d'intérêt public qui est important. Il y a beaucoup de ce qu'on peut vous vendre sur le marché qui est qualifié comme de la résine recyclée qui ne l'est pas. Pour le plastique, j'entends. Et c'est très important de s'assurer en tant que producteur que quand vous faites l'acquisition d'une résine recyclée, c'est l'acquisition d'une résine qui est certifiée. Il y a des certifications qui existent, qui sont reconnues et qu'il faut utiliser, qu'il faut encourager parce que c'est ça même, en fait, qui crée la dynamique d'économie locale pour les recycleurs. Parce que si vous avez je vais vous prendre un exemple, si vous avez un recycleur au Québec, Plastrec, qui est un des plus gros recycleurs en Amérique du Nord de PET, de plastique numéro 1, lui, son principal concurrent actuellement, c'est la résine qualifiée comme recyclée, mais qui ne l'est peut-être pas et qui est importée, en fait, au Canada. Mais je vous l'ai dit, c'est le plus gros recycleur, un des plus gros recycleurs en Amérique du Nord. C'est certainement le plus gros recycleur québécois. Il y a de fortes chances pour que la bouteille que vous mettiez dans vos bacs de récupération finisse chez Plastrec. Si demain matin, Plastrec n'est pas capable de vendre son produit, il n'est pas capable d'acheter la matière première et donc n'est pas capable d'acheter la matière qui vient du bac bleu. Donc, en tant que producteur, le choix d'avoir un système de traçabilité est très critique, en fait, pour la suite. Merci beaucoup à vous trois. C'était super, super intéressant comme élément de réponse. C'est ça, c'est complexe. Je pense que ça bouge beaucoup, puis qu'il faut rester à l'affût comme vous faites. Donc, merci pour ça. 4 minutes. Je vais peut-être vous poser une dernière question, si ça vous va. Vous avez pas mal répondu quand même. Je m'étais noté aussi dans le cadre réglementaire actuel, disons, est-ce que vous pensez que ça peut freiner ou stimuler à l'inverse l'innovation en éco-conception? Est-ce que vous pensez comment vous voyez les choses par rapport à ce cadre réglementaire
autour de justement des critères d'emballage recyclables ou compostables. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Je ne veux pas être le premier cette fois-là. Fait que, je vais laisser Eric et Valérie Je peux, je peut-être peux, joindre la question. je peux donner la parole si vous voulez. Est-ce qu'Éric, tu veux commencer? Je peux essayer. Donc, pour la norme volontaire de repulpabilité et de recyclabilité en Amérique du Nord, donc c'est une norme qu'on utilise aux États-Unis et au Canada. Donc, elle est quand même bien appliquée pour tout ce qui est l'emballage e-commerce, donc le carton, le papier avec les adhésifs, les colles à chaud. On a quelques défis avec les nouveaux enduits qui développent pour éviter donc les matières collantes. Euh, mais cette norme, elle est en place depuis longtemps. On essaie de la mettre à jour avec on a un partenariat avec l'Université du Maine pour essayer de travailler là-dessus, pour la mettre à jour et avec les nouveaux enduits qu'on peut retrouver sur le marché. Euh, Par contre, par exemple, tout ce qui est les cartons multicouches ou les papiers laminés, ils vont pas forcément passer cette norme, mais ça voudrait pas dire qu'on peut pas les recycler, qu'on ne serait pas capable de récupérer la fibre. Donc je pense qu'il y a encore du développement à faire sur le fait de valoriser ces emballages et de les récupérer un maximum, parce qu'il y a quand même de la fibre de haute qualité qu'on pourrait valoriser pour plusieurs entreprises et industries. De mon côté, je peux rajouter, quand on parlait de réglementation, j'ai tout de suite pensé aux réglementations sur l'interdiction des plastiques à usage unique qu'on voit beaucoup, qu'on voit dans les municipalités, qu'on voit au niveau fédéral aussi. Les réglementations, tu sais, c'est comme dur à dire si ça freine ou ça l'accélère parce que les réglementations ont interdit certaines catégories d'emballage, mais on ne s'est pas assuré de la disponibilité des alternatives. On a banni, par exemple, un verre en PET à Montréal. Puis là, ce qu'on retrouve, ben, c'est des verres en aluminium. Puis on se questionne sur est-ce que c'est vraiment plus pertinent d'avoir un verre en aluminium plutôt qu'un verre en PET? Est-ce qu'on aurait dû un peu mousser la réduction à la source d'une autre façon? Il y a un manque d'uniformité aussi. Fait que c'est comme difficile un peu pour les entreprises d'innover avec un manque de visibilité un petit peu plus à long terme, puis un manque d'uniformité. Nous, qu'on parle à un client, un restaurateur, un traiteur ou peu importe, il faut tout le temps se dire vous êtes situé où, tu sais, c'est ça. Il y a un manque d'uniformité, puis il y a un manque de visibilité, puis de clarté dans ces réglementations-là. Puis on a peut-être manqué un peu l'opportunité avec ces réglementations de créer une économie un petit peu plus locale, des alternatives disponibles. Bon, fait que je suis pas en train de dire si ça a été un frein ou pas, mais c'est ma perception un peu de ce qui se passe avec les réglementations. Merci beaucoup à tout le monde pour la participation. Merci beaucoup à vous trois pour ce partage d'expertise, puis d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'était super intéressant, un vaste sujet, comme vous dites. C'est ça. Merci à Emma aussi pour avoir géré la technique, la travailleuse de l'ombre. Et finalement, je voulais juste aussi vous dire que à la mi-novembre, donc le Creux de la Montérégie va dévoiler une capsule vidéo sur l'éco-conception d'emballage. Donc, je vous invite à rester à l'affût sur nos différents médias sociaux. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous, puis je vous dis à la prochaine.